Au nord de l'Afrique, l'Algérie est près de 4 fois plus grande que la France. Elle est le plus grand pays d'Afrique et du bassin méditerranéen. Les principales villes, dont Alger, la capitale, se trouvent sur le littoral ou à proximité. Les monts de l'Atlas et une suite de hauts plateaux séparent les plaines côtières du désert du Sahara, qui occupe 80% du pays. L'Algérie compte plus de 1600 km de côtes qui bénéficient d'un climat méditerranéen très clément. Quelques portions de côtes demeurent vierges, mais c'est ici que se concentre l'essentiel de la population, principalement dans les grandes agglomérations comme Alger, Oran ou Constantine. En direction du sud, le Tel Alger est l'arrière-pays montagneux dans lequel viennent s'imbriquer des petites régions comme la Kabylie et ses parcs nationaux protégés. Encore plus au sud, la partie saharienne s'étend sur plus de 2 millions de kilomètres carrés. Elle est constituée de reliefs pierreux, les regs, ou de larges étendues de dunes, les ergs. L'aridité du désert saharien est telle que seules quelques oasis permettent à une végétation rare, faite d'arbustes ou d'oseilles sauvages, de pousser après la pluie. Du côté de la faune, les zones forestières du nord abritent de nombreuses espèces facilement. Le sud est le domaine du dromadaire et de l'âne sauvage, mais accueille également en hiver plusieurs espèces d'oiseaux migrateurs comme le flamant rose. Si les traces d'un peuplement de l'Algérie durant la préhistoire sont encore bien visibles, surtout dans le sud, c'est l'époque romaine qui a laissé les vestiges les plus impressionnants. La domination de Rome dura près de 3 siècles, mais sans s'exercer sur l'ensemble du pays. Territoire très convoité, l'Algérie fut la proie au fil des siècles de nombreux envahisseurs, avant de connaître la colonisation française jusqu'à son indépendance en 1962. Dont plus de la moitié a moins de 30 ans. Une population jeune et très urbaine, puisque 90% des Algériens vivent en ville. Les Touaregs, longtemps nomades, se sédentarisent de plus en plus dans les cités oasis du sud. Ceux que l'on surnomme les chevaliers du désert portent le chèche, ce long turban qui protège du soleil, du sable et du vent. Chaque jour autour des principales agglomérations. Mais le patrimoine architectural, surtout hérité de la colonisation française, est préservé. Toutes les époques et tous les styles, comme le style Art déco, sont toujours représentés. Les grandes portes du sud s'ouvrent sur des villes plus modestes, couleur de terre, qui sont nées autour d'un ksar, ancien château ou village fortifié, pas toujours préservé par le temps. L'Algérie est un pays à la culture riche et variée, où se mêlent les influences arabes, andalouses, berbères ou religieuses. L'islam est la religion d'État et concerne 98% de la population. Il existe même un ministère des Affaires religieuses. Quant aux catholiques, ils ont conservé de nombreux lieux de culte. En matière d'énergie, le pays est doté d'un réseau électrique de bonne qualité, qui s'étend jusqu'au sud, avec la création de nouvelles centrales. Le pétrole et le gaz sont les moteurs de l'économie. L'Algérie compte parmi les principaux producteurs mondiaux d'hydrocarbures et surtout de gaz. L'activité industrielle est également tournée vers la mer avec un trafic portuaire important qui traite 95% des échanges commerciaux. L'artisanat, d'une grande diversité, demeure une valeur sûre de l'économie locale, aussi bien dans le nord urbain que dans le sud. L'agriculture, qui parvient à s'implanter jusque dans le désert, est tributaire de l'irrigation. L'olive est le produit phare d'une production très méditerranéenne. L'élevage de chèvres et surtout de moutons est ancré dans la tradition liée à certaines cérémonies religieuses. Avec le deuxième réseau ferroviaire du continent qui relie les grandes villes du nord
de communication sont importants. Les grands aéroports répondent aux normes modernes. Les Algériens n'ont pas attendu le 21e siècle et la privatisation des communications pour se tourner vers le ciel et le reste du monde, même au fin fond du désert. Reste que le pays a encore du mal à s'ouvrir largement au tourisme, même s'il dispose d'hôtels modernes ou plus traditionnels. L'Algérie compte de nombreux atouts pour développer le tourisme, grâce à un accueil chaleureux, une palette d'activités variées et des sites qui font rêver. Le meilleur exemple, la région du Grand Sud et ses décors grandioses. Ses habitants et son désert à perte de vue. Le nord de l'Algérie, ouvert sur la Méditerranée, concentre les plus grandes villes et donc l'essentiel de la population. L'arrière-pays est constitué des monts de l'Atlas et d'une succession de massifs et de vallées qui s'étendent jusqu'à la frontière avec la Tunisie. La ville d'Alger est levée au fond d'une large baie. Son nom arabe, El Djezaïr, fait référence aux îlots qui fermaient son entrée. Fondée au IVe siècle avant Jésus-Christ comme comptoir phénicien, elle ne devient capitale qu'à partir de 1515 sous la domination ottomane. Alger est surnommée la Joyeuse, la Bien Gardée et plus souvent la Blanche, en raison de la couleur de nombreux édifices. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, la Casbah commence à la place des Martyrs, près des immeubles à arcades du fameux front de mer donnant sur le port. La Casbah, la citadelle, compte une ville haute et une ville basse. La ville basse est dominée par la mosquée El-Kébir, bâtie au XIe siècle. Autre joyau de la Casbah, la Ketchaoua a été utilisée comme cathédrale avant de redevenir mosquée en 1962. Une pause culinaire, la Deglet Nour, la date saharienne et le fruit du palmier dattier. Ces arbres sont au nombre de 18 millions en Algérie. La Haute Casbah est un labyrinthe de ruelles étroites où parfois seuls les ânes peuvent jouer les livreurs. Plus de 100 000 personnes vivent dans un triangle de 48 hectares où l'on trouve de nombreuses maisons traditionnelles aux portes de bois très travaillées. Le bois est la spécialité d'un artisan dont l'atelier est célèbre dans toute la Casbah. Je peux faire des miroirs, je peux faire des caissons, voilà, des paravents. C'est la menuiserie mauresque. Voilà, c'est la sculpture. Il servit de résidence à plusieurs Dey, les souverains d'Alger. Les artisans sont nombreux dans la Casbah, comme les dinandiers qui travaillent le cuivre, ou les peintres, dont le quartier et ses habitants sont les premières sources d'inspiration. Le centre-ville d'Alger s'organise autour de larges artères commerçantes. La wilaya d'Alger, la préfecture d'Alger, compte environ 8 millions d'habitants, ce qui en fait la première agglomération du Maghreb. Près de la moitié en moins de 25 ans. Bab el-Oued, un quartier populaire qui a longtemps abrité une population européenne, est protégé par Notre-Dame d'Afrique. La basilique a été consacrée en 1876 par le pape Pie IX. Elle est la sœur jumelle de Notre-Dame de la Garde à Marseille et elle est classée au monument historique algérien. La grande mosquée d'Alger est une des plus grandes au monde et son minaret de 265 mètres, un des plus hauts.
À une vingtaine de kilomètres de la capitale débute l'Atlas dit Tellien et ses massifs couverts d'une riche végétation. S'étirant sur environ 1500 km, il culmine à plus de 2300 mètres, avec le mont Lala Kedija, ses cours d'eau et ses cascades. Dans cette région, à la population très dispersée, on peut rencontrer quelques spécimens d'une espèce animale plus ou moins sauvage, les macaques berbères. Ce primate est un as de l'adaptation, puisqu'il doit vivre dans un environnement montagnard avec des étés tempérés et des hivers très rigoureux. Quant à son adaptation à l'homme, elle est réussie depuis longtemps. Pour rejoindre l'est du pays et la région de Constantine, on emprunte la route du Tel côtier. Les cultures sont coupées de criques. Si les villages sont rares, les nombreuses plantations comme celle de la vigne donnent à la population un important moyen de subsistance. La petite ville de Délices porte bien son nom, même si c'est en fait le nom d'une sainte catholique, Marcienne de Délices, qui vécut à l'époque romaine. Son port de pêche confirme que la région vit aussi de la vente du poisson, livré frais chaque jour dans les grandes agglomérations. De phares qui s'égrènent tout le long du littoral. La route en corniche épouse une côte très découpée, ponctuée de blocs rocheux. Cela n'empêche pas le développement continu et souvent spéculatif de certaines villes comme Tirzgit ou Asfoun. L'été, les vacanciers viennent en nombre profiter du climat du bord de mer. Au cœur du paysage tourmenté de la chaîne des Aurès, Constantine est la troisième plus grande ville du pays avec plus d'1 million d'habitants, banlieue comprise. Sa situation est exceptionnelle puisqu'elle est située sur une série de plateaux rocheux à près de 650 mètres d'altitude. Le pont Sidi Msid est l'un des 6 ponts qui relient les différents quartiers de la cité. Il surplombe le pont des Chutes, dernier ouvrage avant que l'Oued Rumel quitte la ville sous forme de cascades vertigineuses. Les gorges profondes qui voient le Rumel traverser toute la ville 175 mètres en surplomb, le pont a été inauguré en avril 1912. Il permet de rejoindre le quartier de l'hôpital civil, prévu à l'origine pour abriter un collège arabo-français. Non loin, le monument aux morts et sa victoire ailée ont été érigés à la mémoire des combattants de la Première Guerre mondiale. Belle vue sur l'Oued Rumel et les nouveaux quartiers. Constantine doit son nom à l'empereur Constantin Ier qui l'a rebâti en 313 après sa destruction par l'armée romaine. Autre souvenir romain, le pont El Cantara, un ancien aqueduc, a été le premier à relier la ville au reste de la région. La passerelle Pergaud dispose d'un ascenseur pour rejoindre le centre-ville. Avec ses 27 arches de pierre, le pont Sidi Rachid a été inauguré en 1912, alors que le pont Salabé l'a été en 2014. Ville d'histoire qui a fêté ses 2500 ans d'existence, Constantine est renommée dans tout le pays pour son artisanat. L'atelier de la famille Azi met en valeur le travail de broderie depuis 4 générations. La maison est spécialisée dans la conception et la réalisation de costumes traditionnels. Exemple, la gandoura constantinoise, une étoffe de velours brodée d'or. Le caracou algérois, qui se porte partout dans le pays, ou cette sorte de gilet corsé qui a plus de 400 ans. Tout ce que vous voyez ici, on détient les secrets d'un art qui a survécu pendant des siècles et dans des civilisations multiples. Pratiquement
toutes les grandes familles concevaient le trousseau de la mariée au sein de la famille elle-même. À Constantine, le modernisme côtoie toujours la tradition. Celle de l'islam se perpétue à la grande mosquée Émir Abdelkader, qui est également une université islamique, la première du genre dans le pays. Comme partout en Algérie, une pièce de dinanderie coiffe les dômes et les minarets. Une autre spécialité de Constantine. La dinanderie a son propre quartier qui réunit toutes sortes de métiers, artisanaux et artistiques, avec une spécialité très ancienne. À Constantine, il y a le particulier, c'est le plateau. Et le grand plateau, les signias. Cela débute par une plaque de cuivre ronde sur laquelle de véritables artistes sculptent des formes en suivant des modèles en papier. Certains artisans ont en charge les finitions, pendant que d'autres affinent les contours de chaque réalisation. Certains modèles doivent être travaillés à une température élevée. Résultat, une multitude d'objets sortent de ces ateliers. 300 objets qu'on fait avec du cuivre. Des objets classiques, prêts à garnir les intérieurs, mais aussi des objets plus étonnants, comme des avions ou des automobiles. Un travail des plus minutieux, quel que soit le sujet. Direction le centre-ville et ses bâtiments coloniaux en pierre datant du 19e siècle. La mairie. Le théâtre régional. Et la Banque nationale. Tradition encore, avec le musée des arts installé dans l'ancien palais du Bey, dans le quartier historique de la ville, la Médina, que ses habitants appellent le Rocher. C'est là que se trouvent les rues commerçantes, les marchands ambulants et les étals, où l'on fait commerce de tout. C'est là aussi que l'on peut déguster la spécialité sucrée de la ville, la djouzia. C'est l'équivalent de presque 350 grammes de sucre, un petit peu d'eau. Je vais mettre à petit feu jusqu'à obtenir un sirop un petit peu lourd. C'est la base de la djouzia. On ajoute 500 grammes de miel d'abeille. Après, on va battre nos blancs d'œufs. Je vais rajouter les blancs doucement. Je vais commencer à mélanger un petit peu. Je vais remettre ce mélange sur bain-marie pour la cuisson. Délicieux. À 120 km à l'ouest de Constantine se trouve un site chargé d'histoire, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Djemila la Belle, en arabe. En bordure des monts de Ferjiwa, l'immense site romain est situé à près de 1200 mètres d'altitude. Son histoire est particulière. La cité de Djemila a été fondée en 97-98 après Jésus-Christ. C'est une ville qui a été conçue pour accueillir les vétérans de la Légion romaine. Ce qui caractérise Djemila, c'est d'abord sa situation, et donc le milieu environnant où elle se trouve. On est ici, au cœur des montagnes. C'est une situation stratégique idéale. L'autre caractéristique, c'est que l'on a retrouvé ici une grande cité romaine, vraiment complète. Une vraie ville, avec tous ses quartiers. Le quartier chrétien est dominé par un baptistère. Il côtoie les colonnes d'une basilique et d'une cathédrale.
L'édifice le mieux conservé du site est le temple sévérien du nom de l'empereur Sévère Alexandre, pour lequel il fut érigé. Il domine toute la cité et se situe au centre d'une grande place. La place est entourée des restes d'un portique et d'une série de colonnes corinthiennes dont certaines atteignent 10 mètres. Peuplé de 10 000 habitants, Djémila s'était doté d'un théâtre qui pouvait accueillir jusqu'à 3000 spectateurs. Sa bonne conservation tient au schiste noir de la colline contre laquelle sont adossés les gradins. Une fontaine conique haute de 5 mètres atteste de l'importance donnée à la circulation de l'eau dans la cité. La preuve, les grands thermes qui occupaient 2600 mètres carrés et dont certaines salles ont conservé de magnifiques mosaïques. Le Cardo Maximus, la voie nord-sud la plus importante d'une ville romaine, permet d'atteindre la partie la plus ancienne de Djémila. Chaque jour, les Romains se pressaient dans un édifice qui porte le nom d'un haut dignitaire de la ville, le marché de Cosinius. Le long des murs, sous un portique, étaient installés des étals couplés à des tables de mesure pour les céréales, les fruits, les légumes et la viande. Les tables sont ornées de sculptures d'animaux exotiques. Le buste de Jupiter annonce l'entrée dans le riche musée de Djémila, qui conserve les sculptures découvertes sur le site. Les mosaïques monumentales occupent 3 grandes salles. On y retrouve certains animaux emblématiques d'une époque, traces émouvantes d'une cité qui a traversé les siècles. Oran est la deuxième ville du pays, avec 1,5 million d'habitants. Fondée il y a plus de 1000 ans par des marins musulmans andalous, Oran est le principal centre économique et financier du pays. Elle le doit à sa situation géographique, entre le Maroc et l'Espagne, qui facilite les échanges maritimes entre les deux continents. Oran est aussi une ville moderne, qui a su conserver de magnifiques traces de son passé. Le théâtre de style italien datant de 1907 borde la place du 1er novembre, dominé par la stèle de l'émir Abdelkader et la mairie. Symbole de la ville, le lion se retrouve sur de nombreuses façades. Le centre-ville recèle des trésors d'architecture, à l'image de ces immeubles de style haussmannien qui voisinent avec des bâtiments art déco comme la poste centrale. Chaque quartier a droit à ses joyaux architecturaux, comme l'ancien bâtiment de la compagnie algérienne de crédit, la cathédrale du Sacré-Cœur, transformée en bibliothèque municipale, et les nombreux immeubles art déco, datant de l'entre-deux-guerres. Autre trésor, de style néo-mauresque cette fois, la gare d'Oran. Avec son horloge en forme de minaret, elle est marquée par les symboles religieux. L'extérieur est islamique. Les religions chrétiennes et juives sont représentées au-dessus des portes et à l'intérieur du bâtiment central. Achevée en 1913, la gare est passée de la tutelle française de la PLM, Paris-Lyon Méditerranée, au domaine public de la SNTF, Société nationale des transports ferroviaires, créée en 1976. Bastille est l'un des plus colorés du pays.
Originaires de la région de Sig, non loin d'Oran, les olives se préparent à toutes les sauces et sont omniprésentes à l'heure du repas. Accompagnée par une corbeille de pain, la cuisine algérienne se caractérise par l'usage d'herbes et de condiments pour accommoder viandes et poissons. Ça a été pêché hier soir. Et c'est frais. Une spécialité d'Oran, les escargots, vendus sur le marché en pleine forme. Oran fut prise en 1509 par les Espagnols qui consolidèrent les remparts existants et édifièrent de nouvelles fortifications. Après 200 ans d'occupation, la ville fut libérée par le bey de la province d'Oran, dont le palais existe toujours. Le fort Santa Cruz, bâti par les Espagnols au sommet du mont Haïdour, et la basilique Notre-Dame du Salut veillent sur la ville. Les traditions ont la vie dure à Oran, jusque dans les décors des restaurants qui rappellent la vie chez les nomades ou dans les habitations traditionnelles. Tradition encore, avec les membres des confréries religieuses qui se réunissent pour chanter à la gloire de Dieu et du prophète. الشريعة أفعلها طريقة أحوالها الحقيقة مددوها عينيا لا إله إلا الله حياتي رسول الله. La naissance de Mahomet est fêtée chaque année durant plusieurs jours. À Oran, cela donne lieu à un spectacle détonnant. Le sud de l'Algérie débute avec le désert saharien au centre géographique du pays. Des villes oasis, anciennes étapes des caravanes, se sont développées entre deux grands ergs complètement arides. Première étape, Gardaïa. Les symboles architecturaux de Gardaïa sont inscrits en relief sur la sculpture qui accueille les visiteurs. Mais Gardaïa n'est pas vraiment une ville. Elle est plutôt ce que l'on appelle une pentapole, soit 5 cités occupant le même territoire. Elle est traversée par l'Oued Emzab, un cours d'eau qui peut disparaître entièrement au grand plaisir des automobilistes, mais qui peut également, en période de crue, devenir très dangereux. Des murs de béton ont été mis en place après l'inondation de 2008, qui a provoqué des dégâts très importants. À la sortie de la ville, des barrages sont censés échapper aux violentes inondations. Gardaïa, Beni Isgen, Melika, Bounoura et El Atef ont chacune leur jardin secret et leur palmeraie. Centre universitaire renommé, Gardaïa héberge chaque année des milliers d'étudiants. On y enseigne aussi bien les lettres que les langues étrangères, la gestion que les sciences politiques. La vieille ville semble cernée par les remparts. Elle abrite des minarets insolites et un marché artisanal.
Certains immeubles typiques sont réservés aux touristes, car transformés en hôtels traditionnels. La tradition, ce sont les héritiers de l'ethnie mozabite, fondateurs de Gardaïa au XIe siècle, qui l'entretiennent. C'est au son du muezzin que l'on pénètre dans la Kasbah où vivent les Mozabites. Les femmes mariées sont couvertes d'un haïk blanc qui ne laisse apparaître qu'un œil. Le Grand Erg occidental est un véritable océan de dunes sur plus de 80 000 km². Elles peuvent atteindre facilement les 100 mètres de haut. À l'approche des villes, des agriculteurs ont réussi à dompter le sable grâce à l'eau puisée dans le sol. L'irrigation permet la production du maïs Les oasis agricoles permettent d'alimenter les marchés de la région. Comme un mirage au milieu du désert, la palmeraie d'El Golea, connue aussi sous le nom d'El Menia, doit sa création à la présence d'eau. La petite ville de 50 000 habitants est dominée par un ksar, édifié entre les 9e et 10e siècles. La légende veut qu'une femme berbère d'une grande beauté, la reine du ksar, ait eu le courage de soutenir le siège d'un sultan marocain qui voulait l'épouser. Ville-jardin, El Golea fut longtemps la capitale africaine de la rose, fournissant de nombreux parfumeurs français. Le lac magique porte bien son nom. C'est le véritable trésor d'El Golea. Cette étendue d'eau salée accueille chaque hiver des dizaines d'espèces d'oiseaux migrateurs, dont une colonie de flamants roses.